L'email est arrivé à 20h47, en plein milieu de la prière de Noël de mon père. Lève-toi pas. Ne dis rien à tes parents. Expéditeur inconnu. Aucun objet. Seulement ces deux phrases qui m'ont retourné l'estomac tandis que ma famille terminait le « Amen » autour de la table décorée de bougies rouges et dorées. J'ai discrètement gardé mon téléphone sur mes genoux, relisant le message pendant que ma mère servait la dinde. La lumière des bougies dansait sur la porcelaine de ma grand-mère, la même vaisselle que nous utilisions chaque Noël depuis que je me souvienne. Tout semblait parfaitement normal. Mon père coupait la viande avec son sourire d'hôte habituel. Ma petite sœur, Amanda, se plaignait que les pommes de terre étaient trop salées. Ma mère courait de la cuisine à la table pour s'assurer que tout le monde avait suffisamment de serviettes. Un dîner de Noël ordinaire. À l'exception de l'email anonyme me disant de m'enfuir. Je m'appelle Peter et, à 32 ans, je travaille comme ingénieur logiciel dans une entreprise de sécurité numérique à Seattle. Je passe mes journées à créer des systèmes de protection contre la fraude et les attaques virtuelles. Ironique, quand on sait que j'avais apparemment besoin de protection dans la maison où j'ai grandi. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis l'âge de 25 ans. Mon corps ne le supporte tout simplement pas. 2 bières et je suis complètement ivre. Ma famille l'a toujours su, mais ne l'a jamais vraiment accepté. Chaque événement familial s'accompagnait d'une pression constante pour que je me détende un peu, ou que je me contrôle moins. Cette fois-ci, lorsque je suis arrivé pour le dîner, ma mère avait préparé un punch à la canneberge. Sans alcool, promis, m'a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je l'ai fait spécialement pour toi. Le verre était maintenant devant moi, intact, le liquide rouge foncé reflétant la lumière des bougies comme du sang. J'ai regardé autour de la table. Mes parents discutaient avec animation des nouveaux voisins. Amanda jouait avec son téléphone, faisant semblant d'écouter. Tout était absolument routinier. Sauf que personne d'autre n'avait de punch. Juste moi. Et sauf l'email qui continuait de clignoter sur l'écran de mon téléphone. Pendant des années, j'avais été le grand frère responsable. Celui qui aidait Amanda à payer ses frais de scolarité quand elle dépensait tout son argent de poche en vêtements. Celui qui prêtait de l'argent à mes parents quand l'entreprise de mon père traversait une période difficile. Celui qui ne posait jamais de questions quand ils avaient besoin un petit coup de main. Jusqu'à il y a 6 mois, quand j'ai découvert qu'Amanda avait accumulé une dette de 15 000 $ en jouant au poker en ligne. 15 000 $ qu'elle voulait que je lui rembourse pour sauver sa carrière dans la finance. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit non. Le silence qui a suivi a duré 3 semaines. Puis sont venus les messages informels, les invitations à des dîners de famille, la tentative progressive de normaliser les choses. Comme si rien ne s'était passé. Peter, mon chéri, tu ne veux pas goûter le punch. Ma mère me regardait avec cette expression inquiète que je connaissais depuis mon enfance. J'ai passé tout l'après-midi à le préparer. J'ai pris le verre et j'ai remué doucement le liquide. L'odeur était étrange. Trop sucrée. Avec une note métallique qui m'a fait serrer la gorge. Bien sûr, maman. J'attendais que vous vous serviez aussi. Elle a échangé un rapide regard avec mon père. Presque imperceptible. Presque. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un repas de Noël apparemment innocent allait se transformer en la révélation la plus troublante de ma vie. Mon téléphone vibra à nouveau. Un deuxième message du même expéditeur inconnu. Ne bois rien. Ils ont besoin que tu t'évanouisses. Je fis semblant de lire mes messages professionnels tout en observant ma famille. 27 ans passés à être le frère responsable m'avaient appris à lire des signes que d'autres auraient ignorés. Mon père découpait la dinde avec des gestes très délibérés, mais ses yeux se posaient sur mon verre toutes les quelques secondes. Ma mère n'arrêtait pas de se lever pour vérifier le dessert, dans la cuisine, passant toujours derrière ma chaise. Amanda avait enfin lâché son téléphone et était maintenant totalement concentrée sur la conversation, ce qui n'était pas arrivé depuis ses 16 ans. « Tu te souviens quand tu étais petit et que tu détestais les canneberges ?» demanda ma mère en forçant un rire nostalgique. « Et maintenant, regarde, j'ai pris soin de te le préparer spécialement. » Elle mentait. J'ai toujours aimé les canneberges. Mais ils avaient besoin d'une histoire pour justifier pourquoi j'étais le seul à avoir droit à ce punch spécial. Le troisième message est arrivé pendant que mon père racontait une histoire sur son travail que j'avais déjà entendue 3 fois. C'est Amanda. Elle m'a tout raconté. S'il te plaît, fais-moi confiance. Amanda. Ma sœur de 25 ans que j'ai aidé à subvenir à ses besoins pendant toutes ses études universitaires. Qui n'a jamais travaillé un seul jour pendant que je payais ses factures. Qui a accumulé 15 000 $ de dettes de poker en ligne et qui attendait que je rembourse tout parce que la famille s'entraide. Il y a 6 mois,
Quand j'ai découvert son addiction au jeu, elle a pleuré pendant 2 heures dans mon appartement. Pas de regret, mais de frustration parce que je refusais de résoudre un de ses problèmes. « Tu ne comprends pas, Peter », m'avait-elle dit, les larmes coulant sur le maquillage coûteux que j'avais indirectement financé. « Si mon patron découvre que j'ai des dettes auprès d'usuriers, je vais perdre mon emploi. Et si je perds mon emploi, je ne trouverai jamais un autre emploi dans le secteur financier. Alors tu aurais peut-être dû y penser avant de miser l'équivalent de 6 mois de salaire sur une table de poker virtuelle, avais-je répondu. C'était la première fois de ma vie que je disais non à ma famille. La première fois que je n'ouvrais pas automatiquement mon portefeuille quand ils me tendaient la main. Le silence qui a suivi a duré exactement 21 jours. 21 jours sans appel, sans message, sans invitation. Comme si j'avais cessé d'exister dès l'instant où je n'étais plus utile. Puis vinrent les tentatives de réconciliation. Des messages informels de ma mère sur le temps. Des mèmes de mon père. Des liens TikTok d'Amanda sans aucun commentaire. Tout était soigneusement calculé pour paraître spontané. L'invitation pour le repas de Noël est arrivée il y a 3 semaines, accompagnée de messages de ma mère, « Tu nous manques. Que diriez-vous de passer Noël ensemble? Comme une vraie famille. Comme une vraie famille. » Comme si les 27 dernières années d'exploitation financière ne comptaient pas. J'ai grandi en croyant qu'il était normal d'être la « banque familiale ». Que les aînés payaient naturellement les factures des plus jeunes. Que les enfants qui réussissaient devenaient automatiquement responsables de leurs parents. À 16 ans, j'ai décroché mon premier emploi à temps partiel dans un magasin d'électronique. Mon premier salaire a été entièrement consacré aux besoins d'Amanda, fournitures scolaires, vêtements, sorties entre copines. Lorsque j'ai posé la question, mes parents m'ont patiemment expliqué que la famille, c'est le partage. À 18 ans, j'ai obtenu une bourse partielle pour étudier l'ingénierie. Je travaillais 40 heures par semaine pour couvrir ce que la bourse ne payait pas, plus 20 heures supplémentaires pour envoyer de l'argent à la maison. Amanda était au lycée, mais elle avait déjà établi un niveau de vie qui dépendait de ma contribution mensuelle. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme et décroché mon premier emploi à Seattle, la pression n'a fait que s'intensifier. Maintenant que tu gagnes bien ta vie, me disait ma mère, tu peux nous aider à payer les frais de scolarité d'Amanda. Elle a choisi une université privée parce que la formation en finance y est excellente. 58 000 $ par an. Plus le logement, la nourriture, les livres, les dépenses de base d'une jeune étudiante. Amanda étudiait la finance, mais elle n'avait jamais appris à gérer ses propres finances. Chaque promotion dans mon travail signifiait de nouvelles attentes familiales. Chaque augmentation de salaire se traduisait par des responsabilités supplémentaires pour leurs dépenses. Il n'y a jamais eu de discussion sur la fin de cette situation. Il était simplement entendu que cela durerait toujours. Jusqu'à il y a 6 mois, quand j'ai découvert qu'Amanda ne se contentait pas de dépenser mon argent de manière irresponsable, mais qu'elle perdait également de grosses sommes dans des jeux en ligne. Ce n'était qu'une phase, a-t-elle tenté d'expliquer lorsque je lui ai montré les relevés bancaires. J'étais stressé par mon nouveau travail. Le poker en ligne était un moyen de me détendre. 15 000 $ pour se détendre. Plus que ce que beaucoup de gens gagnent en un an. Mais ce qui m'a vraiment brisé, ce n'était pas le montant. C'était de découvrir qu'elle mentait depuis des mois sur l'utilisation de cet argent. Elle avait mis en place un réseau élaboré d'excuses, cours supplémentaires, équipements pour le travail, urgences médicales inventées, tout cela pour cacher qu'elle jouait de manière compulsive. Peter, m'avait dit mon père lors de la seule conversation sérieuse que nous ayons eue à ce sujet, tu as toujours été le frère responsable. Amanda a commis une erreur, mais elle a appris la leçon. Nous ne pouvons pas la laisser sombrer à cause d'une erreur. Une erreur de 15 000 $. Maintenant, en regardant autour de la table de Noël, je comprenais qu'ils n'avaient pas accepté mon refus. Ils avaient simplement changé de stratégie. Le 4e message est arrivé lorsque ma mère s'est levée pour apporter le dessert. Ils vont essayer d'utiliser ton empreinte digitale pour accéder à tes comptes pendant que tu es inconscient. Amanda a tes coordonnées bancaires. Sors immédiatement. Ma main tremblait imperceptiblement pendant que je lisais le message. Amanda avait mes coordonnées bancaires. Bien sûr qu'elle les avait. C'était moi qui avais configuré son compte lorsqu'elle était entrée à l'université, mettant en place des virements automatiques mensuels qui duraient depuis 6 ans. Peter, mon chéri, dit ma mère en revenant de la cuisine avec une tarte aux pommes encore fumante, tu n'as presque pas touché à ton punch. Il n'est pas bon? Ses yeux m'observaient avec une intensité qui ne correspondait pas à la question désinvolte. Papa avait arrêté de mâcher et observait ma réaction. Même Amanda avait levé la tête de son téléphone, attendant ma réponse. Non, c'est délicieux, mentis-je en remuant le liquide dans mon verre. Je le savoure.
Un sourire soulagé traversa le visage de ma mère. Tant mieux. Je l'ai fait avec la recette spéciale que ta grand-mère utilisait à Noël. Mensonge. Grand-mère n'avait jamais fait de punch au canneberge de sa vie. Elle détestait ce fruit, trouvant qu'il était trop acide pour les occasions festives. De petits mensonges. Des détails incohérents. Le genre de choses que j'aurais remarqué dans un système de sécurité compromis, mais que j'ai ignoré à table parce que c'étaient mes parents. Le 5e message est arrivé alors que je faisais semblant de couper un morceau de dinde. Ils ont mis quelque chose dans le punch. Probablement de l'ambien. Tu vas t'évanouir dans 20 minutes si tu en bois. Amanda est désespérée. Elle doit beaucoup plus que 15 000 $. Beaucoup plus que 15 000 $. Mon estomac s'est retourné. 6 mois plus tôt, lorsque j'avais confronté Amanda au sujet de ses dettes de poker, elle avait pleuré pendant 2 heures, me suppliant de l'aider. Elle avait dit que ce n'était que 15 000 $, une somme qu'elle pourrait, facilement, rembourser avec mon nouveau salaire. Mais si elle mentait à ce sujet, sur le montant réel de sa dette. Je fermai les yeux un instant, me remémorant notre conversation. Elle avait été étrangement précise sur certains détails, le nom du site de poker, les dates des pertes, même les horaires des sessions. Mais vague sur d'autres éléments cruciaux. Qui étaient ses créanciers, combien de temps elle avait pour les rembourser, quelles conséquences elle risquait. À l'époque, j'avais interprété cela comme de la honte. Maintenant, je réalisais que c'étaient les omissions calculées de quelqu'un qui cachait l'ampleur réelle du problème. Peter. Papa me regardait avec une inquiétude feinte. « Ça va? Tu as l'air pâle. »« Je suis juste fatigué, » répondis-je. « Semaine difficile au travail. »« Ah, le travail, » dit Amanda en se joignant enfin à la conversation. « Comment avance ce projet de sécurité bancaire dont tu parlais? Ça doit être assez complexe de lutter contre la fraude numérique. » La fraude numérique. Elle ne s'était jamais intéressée à mon travail auparavant. Et voilà qu'elle me posait des questions précises sur les systèmes bancaires le soir même où il prévoyait d'accéder à mon compte. « C'est intéressant, » répondis-je prudemment. La plupart des gens ne se rendent pas compte du nombre de couches de protection qui existent aujourd'hui. Authentification multiple, vérification biométrique, alerte en temps réel. Papa et maman ont échangé un autre regard rapide. Amanda s'est mordu la lèvre inférieure, un tic nerveux qu'elle avait depuis son enfance lorsqu'elle mentait. Le 6e message vibra discrètement. « Peter, fais-moi confiance. Ils vont utiliser ton empreinte digitale pendant que tu seras inconscient. Maman a conservé tes informations bancaires de l'époque où je l'aidais à remplir sa déclaration d'impôt. Tu dois partir immédiatement. » Mes informations bancaires fiscales. Il y a 3 ans, lorsque maman avait insisté pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôt afin de faire des économies sur le comptable, elle avait eu accès à tous mes relevés bancaires. Numéro de routage, numéro de compte, historique des transactions. À l'époque, je l'avais remerciée pour son aide. Je travaille 60 heures par semaine. Tout ce qui pouvait alléger ma liste de tâches était le bienvenu. Je ne me suis pas demandé pourquoi elle avait conservé des copies de tout, pour référence future. Je comprenais maintenant que ce n'était pas une coïncidence si elle m'avait proposé son aide précisément l'année où j'avais obtenu ma plus grosse promotion, où mon salaire avait doublé et où j'avais commencé à investir sérieusement. « Tu sais, » dit ma mère, comme si elle lisait dans mes pensées, « je me souviens quand tu as commencé à travailler dans l'informatique. Tu étais encore si jeune, tu arrivais à peine à équilibrer ton chéquier. Et maintenant, regarde, des investissements, un compte d'épargne, ce magnifique appartement. Tu as très bien réussi, » a ajouté papa. Je me demande parfois si nous n'avons pas oublié de célébrer tes réussites comme il se doit. Amanda acquiesça avec une vigueur excessive. C'est vrai. Tu as toujours été le frère responsable, mais nous ne l'avons jamais vraiment reconnu. Il me préparait psychologiquement. Il renforçait mon identité de frère généreux avant de me voler. C'était un coup de maître en matière d'ingénierie sociale. On établit la confiance, on renforce les comportements positifs, puis on exploite les vulnérabilités révélées. C'était exactement le type de manipulation que nous apprenions à nos clients à identifier et à éviter. Le 7e message est arrivé. Ils ont planifié cela depuis des semaines. J'ai entendu des conversations sur le fait de régler le problème Peter une fois pour toutes. Amanda doit plus de 50 000 $. Si elle ne paie pas d'ici janvier, elle devra faire face à de graves conséquences. 50 000 $. 3 fois plus que ce qu'elle avait admis. Plus que ce que je gagnais en un an quand j'ai commencé ma carrière. Plus que ce que beaucoup de gens gagnent dans toute leur vie. Et, graves conséquences, signifiait des usuriers. Des gens qui n'acceptent pas les plans de remboursement ou les excuses créatives.
Mon esprit d'ingénieur a commencé à traiter automatiquement les données. Amanda travaille dans la finance depuis 2 ans, salaire de débutante, probablement 40 000 $ par an. Après les impôts, le loyer, les dépenses de base, elle pourrait à peine payer le minimum d'une telle dette. Et j'ai toujours été son premier choix quand elle avait besoin d'argent. Pendant 27 ans, je n'ai jamais dit non. Pas une seule fois. Frais de scolarité, matériel électronique, vêtements, voyages entre copines, urgences médicales inventées. J'ai toujours ouvert mon portefeuille sans poser de questions. J'avais créé un précédent comportemental qu'ils espéraient voir perdurer. Mais il y a 6 mois, j'ai rompu avec cette habitude. Pour la première fois de ma vie, j'ai fixé une limite. J'ai dit que je ne couvrirais plus ces erreurs financières. Apparemment, ils n'ont pas interprété cela comme une décision définitive, mais comme un obstacle temporaire à surmonter. « Peter, » a dit maman doucement, « tu n'as même pas touché à ton dessert. » Et le punch refroidit. J'ai regardé le verre rouge foncé. Le liquide s'était déposé, laissant un résidu blanchâtre sur les bords qui n'était certainement pas de la canneberge naturelle. De l'ambien. Un sédatif puissant. À forte dose, il provoquerait une inconscience profonde pendant plusieurs heures. Assez de temps pour accéder à mon compte, transférer 50 000 $ et me remettre sur le canapé comme si de rien n'était. Le lendemain matin, je me réveillerais confus, avec des trous de mémoire, pensant avoir trop bu et transféré l'argent volontairement dans un moment d'égarement. Le plan parfait. À part un détail auquel il ne s'attendait pas. Le 8e message est arrivé. « Peter, si tu lis ceci, tu dois faire semblant de boire le punch, mais ne le bois pas. Agis normalement. Dis que tu dois aller aux toilettes dans 5 minutes. Je t'appellerai quand tu seras seul et je t'expliquerai tout. » J'ai pris une grande inspiration. Autour de moi, 3 personnes que j'aimais depuis mon enfance attendaient patiemment que j'ingère une substance qui me rendrait sans défense afin qu'elles puissent vider mon compte bancaire. Ce n'étaient pas des inconnus qui tentaient de m'arnaquer. C'était ma famille. La famille qui m'avait élevé, protégé et soutenu tout au long de mon enfance et de mon adolescence. La même famille qui complotait maintenant pour me droguer lors d'un repas de Noël. Vous savez, ai-je commencé en prenant le verre et en le faisant tourner lentement. Parfois je me demande ce que ce serait si j'étais une personne différente. Moins responsable, plus égoïste. Si j'étais du genre à ne penser qu'à moi-même. Il m'observait attentivement, attendant que je porte le verre à mes lèvres. Mais ensuite je me rends compte que ce ne serait pas moi. N'est-ce pas? Nous sommes définis par les choix que nous faisons. Et j'ai toujours choisi d'aider ma famille, quoi qu'il arrive. Je levai mon verre comme pour porter un toast. À la famille. À la famille, répétèrent-ils à l'unisson, des sourires soulagés illuminant leur visage. J'ai approché le verre de mes lèvres, j'ai fermé les yeux comme pour en savourer l'arôme, et j'ai fait semblant de prendre une longue gorgée. Le liquide ne passa pas mes lèvres scellées. Murmurai-je en reposant le verre. C'est vraiment délicieux, maman. Ça a un goût différent, plus sucré que d'habitude. C'est la touche spéciale, dit-elle, visiblement satisfaite. La touche spéciale. 50 mg d'ambien dissous dans du jus de canneberge. Bon, je vais aller aux toilettes, annonçai-je en laissant le verre presque vide sur la table. Je reviens tout de suite. Personne ne protesta. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans quelques minutes, ils seraient libres de mettre leur plan final à exécution. Monter les escaliers ne m'avait jamais semblé aussi surréaliste. Chaque marche était une décision consciente de ne pas les affronter immédiatement, de ne pas exploser, de ne pas crier que je savais exactement ce qu'ils faisaient. Je fermai la porte des toilettes, la verrouillai, m'assis sur le rebord de la baignoire et attendis que le téléphone sonne. 3 sonneries. Allô? Peter, Dieu merci, tu as répondu. La voix de Jason, le petit ami d'Amanda, était tendue. Tu vas bien? Tu n'as pas bu, n'est-ce pas? Non. Je me suis assis sur le rebord de la baignoire, réalisant que c'était Jason qui m'appelait. Comment tu es au courant pour le punch? Parce que j'ai aidé Amanda à se procurer l'ambien. Mon estomac s'est retourné. Tu as fait quoi? Écoute, ça ne devait pas se passer comme ça. Elle m'a dit que tu avais des problèmes de sommeil et que tu voulais un remède naturel pour te détendre pendant les vacances. Elle m'a dit que tu lui avais demandé de te trouver quelque chose de léger. Un mensonge élaboré. Typique d'Amanda, utiliser ses proches comme des outils inconscients. Que t'a-t-elle dit au sujet de sa situation financière réelle? Long silence. Elle a dit que c'était 15 000 $. Jason, elle doit plus de 50 000 $. À des usuriers. Et si elle ne paie pas d'ici janvier? 50 000 $. Sa voix était presque inaudible. Elle m'a dit. Bon sang, Peter,
Elle m'a dit que c'était des dettes de carte de crédit. Des achats impulsifs après la remise des diplômes. Non. C'est une addiction au poker en ligne. Une addiction sérieuse, depuis plus de 2 ans. Je l'ai entendu prendre plusieurs grandes inspirations. Je pensais que c'était juste pour t'aider à te détendre pendant qu'elle te parlait d'un prêt familial normal. Elle a dit que vous alliez discuter d'un plan de remboursement. Le plan, c'était de me droguer, d'utiliser mon empreinte digitale pour accéder à mon compte bancaire et de transférer 50 000 $ pendant que j'étais inconscient. Oh, mon Dieu! Longue pause. Peter, je te jure que je ne savais pas. Quand j'ai découvert ce qui se passait vraiment, c'était par hasard. J'ai entendu une conversation entre elle et ses parents hier soir à propos de régler définitivement le problème Peter et utiliser son empreinte digitale. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de t'aider à dormir. C'est pour ça les emails anonymes. J'ai créé un compte temporaire. Je ne voulais pas qu'il remonte jusqu'à moi, mais je ne pouvais pas laisser ça arriver non plus. J'ai pris une grande inspiration, mon esprit d'ingénieur organisant déjà les informations. Jason, tu dois tout me dire. Chaque détail dont tu as connaissance. Au cours des 10 minutes qui ont suivi, il m'a raconté les conversations dont il avait été témoin, les documents qu'il avait vus Amanda cacher, les appels téléphoniques qu'elle passait en chuchotant tard le soir. Un comportement qui allait bien au-delà des 15 000 $ qu'elle avait admis. Elle a mentionné quelque chose à propos de conséquences physiques si elle ne payait pas avant le 15 janvier, a déclaré Jason. Et à propos du fait que vous avez toujours été la banque de la famille et que vous n'avez jamais su dire non. Jusqu'à il y a 6 mois. Exactement. Elle s'est mise en colère lorsque vous avez refusé de couvrir ses dettes. Elle a dit que vous étiez égoïste, que la famille devait toujours s'entraider. Cette conversation m'a révélé des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Amanda n'avait pas simplement caché l'ampleur réelle de ses dettes, elle avait construit un récit complètement fictif sur ma personnalité et notre relation familiale. Peter, a poursuivi Jason, il y a autre chose. Je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone d'un accès à vos coordonnées bancaires depuis des années. Elle a mentionné que votre mère l'avait aidé avec ses impôts. Il y a 3 ans. Quand maman a insisté pour m'aider avec ma déclaration d'impôt. Elle avait photographié tous mes relevés bancaires, prétextant qu'elle en avait besoin pour des vérifications de routine. À l'époque, je ne m'étais pas posé de questions. On s'entraide dans une famille, non? Maintenant, je comprenais que c'était une stratégie. Ils avaient cartographié toutes mes finances, mes comptes courants, mes économies, mes investissements, même mon fonds d'urgence. Écoute, Jason, je dois descendre dans quelques minutes, sinon ils vont se méfier. Mais avant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tout ce que tu veux. Tu as toujours accès à l'appartement d'Amanda. J'ai les clés. Pourquoi? J'ai besoin que tu cherches des documents liés à ces dettes. Des contrats, des emails imprimés, n'importe quelle preuve physique. Et si possible, enregistre les conversations futures à ce sujet. Peter, c'est pour nous protéger tous les deux d'une famille prête à commettre des crimes graves pour régler ses problèmes financiers. Jason, ils ont mis des sédatifs dans mon verre lors d'un repas de Noël. Ce n'est pas une dispute familiale normale. Pause. Tu as raison. Je vais chercher les documents. J'ai raccroché et je suis resté assis quelques minutes à organiser ma stratégie. En tant qu'expert en sécurité numérique, je comprenais parfaitement comment fonctionnent les attaques internes. Une personne ayant un accès légitime au système exploite ses privilèges pour causer des dommages. Ma famille avait un accès légitime à ma confiance, à ma maison, à mes habitudes. Elle utilisait cet accès pour planifier un crime. Mais elle avait commis une erreur fondamentale. Elle avait supposé que j'étais technologiquement passif. J'ai pris mon téléphone et ouvert l'application de ma banque. En moins de 3 minutes, j'ai modifié tous les paramètres de sécurité. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs, pas par SMS, mais par une application qu'ils ne pouvaient pas intercepter. J'ai configuré des alertes immédiates pour toute tentative de connexion et toute transaction supérieure à 100 $. J'ai ensuite activé l'enregistrement audio en arrière-plan. Une fonctionnalité que j'ai développée pour tester les failles de confidentialité et qui fonctionne sans interface visible. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment vos connaissances techniques peuvent être votre meilleure arme contre ceux qui sous-estiment votre intelligence. Leur plan était simple et élégant. Me droguer, utiliser mon empreinte digitale pour déverrouiller mon téléphone, accéder à l'application bancaire et transférer de l'argent. Ils ont supposé que j'avais des paramètres de sécurité basiques. Erreur fatale. Je suis revenu à ma table exactement 9 minutes plus tard. Assez longtemps pour que cela semble naturel,
Pas assez pour éveiller les soupçons. Désolé pour le retard, ai-je dit en m'asseyant. Un appel du travail. À Noël, a demandé mon père, mais ses yeux étaient rivés sur mon verre presque vide. Une urgence sur le serveur. J'ai pris le verre et j'ai fait semblant de prendre une autre gorgée. Au moins, j'ai pu régler ça rapidement. Tant mieux, a dit ma mère. Maintenant, tu peux te concentrer sur ta détente en famille. Me détendre. Un mot intéressant, étant donné qu'ils avaient prévu de me rendre inconscient. En fait, ai-je poursuivi en posant mon verre sur la table avec un peu plus de force que nécessaire. Je me sens un peu bizarre. Ce punch est peut-être plus fort que je ne le pensais. Des sourires ont immédiatement illuminé leur visage. Le reste du dîner se déroula au ralenti. Je feignais une somnolence croissante tandis qu'ils devenaient plus animés, plus attentionnés. Ils m'ont proposé de m'installer sur le canapé, juste pour me reposer un peu. Ils m'ont suggéré de faire une sieste pendant qu'ils débarrassaient la table. Chaque proposition confirmait le plan. À 22h15, j'ai fait semblant que le sédatif faisait pleinement effet. J'ai laissé ma tête tomber légèrement en avant, j'ai cligné des yeux plus lentement, j'ai laissé mon élocution devenir légèrement traînante. Je crois que j'ai besoin de m'allonger un peu, ai-je murmuré. Ils m'ont aidé à me rendre jusqu'au canapé avec une attention exagérée, comme si j'étais en porcelaine. Ils ont posé une couverture sur mes jambes et ont ajusté un coussin derrière ma tête. « Dors bien, mon chéri », m'a dit ma mère en me caressant les cheveux comme elle le faisait quand j'étais enfant. On s'occupe de tout. Oui, ils allaient s'occuper de tout. Je fermais les yeux et régulais ma respiration pour simuler un sommeil profond. En même temps, mon téléphone enregistrait chaque mot murmuré, chaque mouvement autour de moi. Ils attendirent exactement 7 minutes avant de commencer. « Il est bien inconscient », murmura ma mère, sa voix chargée de soulagement et de quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. « Respire profondément, il n'a pas bougé même quand j'ai ajusté la couverture. » Je gardais ma respiration régulière, mes muscles détendus, chaque fibre de mon corps concentrée pour paraître complètement inconsciente. Le canapé était trop confortable pour la situation. Les coussins moelleux qui m'auraient normalement apaisé me faisaient maintenant douter de chacun de mes mouvements involontaires. « Combien de temps avons-nous » demanda papa, d'une voix plus basse que d'habitude. « Au moins 4 heures, » répondit Amanda avec une assurance qui me glaça le sang. « Peut-être jusqu'à 6, selon le poids qu'il a pris depuis la dernière fois. » La dernière fois. Elle m'avait drogué auparavant. Mon esprit passa en revue mes souvenirs récents, à la recherche de signes que j'avais manqués. Des dîners en famille où je m'étais réveillé sur le canapé sans me souvenir d'avoir somnolé. Des nuits où je rentrais à la maison après avoir rendu visite à des amis et où je ressentais une fatigue inexplicable. Des moments de confusion que j'attribuais au stress du travail. Combien de fois avait-il déjà fait cela? « Prends son téléphone », m'ordonna ma mère. « Faites attention à ne pas serrer trop fort sa main. » J'ai senti des doigts froids enserrer mon poignet, soulevant ma main droite avec la délicatesse de quelqu'un qui manipule un cristal fragile. Son pouce a été doucement appuyé contre l'écran de mon téléphone. Une légère vibration. Déverrouillé. Parfait, a murmuré Amanda. Maintenant, voyons voir, l'application bancaire, ici. Un son retentit sur l'écran. Pause. Merde, dit-elle, sa voix perdant tout son calme. Il demande une authentification supplémentaire. Comment ça? Papa s'approcha, ses pas faisant légèrement craquer le parquet. Il y a un nouvel écran que je n'ai jamais vu. Vérification d'identité requise pour les transactions supérieures à 100 $. Veuillez saisir le code envoyé sur votre appareil d'authentification enregistré. Silence absolu. Je pouvais sentir la tension monter dans l'air comme l'électricité avant un orage. Quel dispositif d'authentification? Demanda ma mère, sa voix commençant à trahir sa panique. Je ne sais pas. Il a dû changer les paramètres récemment. Récemment. Il y a exactement 3 heures, quand j'étais enfermé dans la salle de bain en train de préparer mon propre piège. Essaie d'autres applications, suggéra papa. Investissement, épargne, peut-être qu'elles ne sont pas aussi sécurisées. Sonnerie frénétique. Pause. Encore la sonnerie. C'est pareil pour toutes. Elle demande toute une double authentification. Amanda commençait à paraître désespérée. Il a dû se douter de quelque chose. Pourquoi aurait-il changé tous les paramètres d'un coup? Ou peut-être, dit une 4e voix depuis l'entrée du salon, qu'il a toujours su que vous étiez des voleurs. Mes yeux s'écarquillèrent immédiatement. Jason se tenait à la porte du salon, son téléphone à la main, en train de filmer. Ma famille était figée comme des statues.
Amanda tenait toujours mon téléphone. Papa avait une de mes mains dans la sienne, le pouce posé sur l'écran. Ma mère était penchée sur le canapé, observant l'opération. « Jason, » balbutia Amanda, « tu ne comprends pas, nous étions juste en train de droguer et de voler Peter, » termina Jason en s'approchant lentement. Parce que c'est exactement ce que j'ai enregistré au cours des 10 dernières minutes. J'ai pris une profonde inspiration et me suis assis lentement, feignant une confusion croissante. Que se passe-t-il ici? L'expression sur le visage d'Amanda était la définition parfaite de la terreur. Pas la terreur d'être prise, mais la terreur de réaliser qu'elle avait été surpassée par quelqu'un qu'elle avait toujours sous-estimé. « Peter », tenta ma mère en tendant la main comme pour apaiser un animal blessé, « tu faisais un cauchemar, mon chéri. Nous voulions juste vérifier que tout allait bien. » « Vérifier », répétai-je lentement en regardant mon téléphone toujours dans les mains d'Amanda, en utilisant mon empreinte digitale pour accéder à mon compte bancaire. Papa lâcha ma main comme s'il s'était brûlé. « Ce n'est pas ce que tu crois. » « Non ?» Je me levai lentement, ajustant la couverture. « Parce qu'on dirait que vous vous êtes tous les trois ligués pour me droguer, me rendre inconscient et voler 50 000 $ sur mon compte pour couvrir les dettes de jeu d'Amanda. » Le silence fut assourdissant. Et avant que vous n'essayiez de nier, ai-je poursuivi en reprenant mon téléphone des mains tremblantes d'Amanda, j'ai enregistré toute l'opération. J'ai appuyé sur l'application d'enregistrement, où un fichier de 43 minutes affichait une forme d'onde audio clairement visible. « Combien de temps avons-nous » ai-je cité en imitant la voix de papa. « Au moins 4 heures. Peut-être 6, selon le poids qu'il a pris depuis la dernière fois. » Papa est devenu pâle. « Peter, on peut expliquer. » « La dernière fois, » ai-je répété, ma voix prenant un ton dur que je n'avais jamais utilisé avec ma famille. « Combien de fois m'avez-vous drogué avant? Combien de fois me suis-je réveillé sur votre canapé sans me souvenir comment j'étais arrivé là? » Amanda finit par parler, d'une voix brisée. « Peter, j'ai besoin de cet argent. Tu ne comprends pas la situation dans laquelle je me trouve. 50 000 $ pour des usuriers, dis-je calmement. Pas 15 000 $ de dette de carte de crédit comme tu m'as menti il y a 6 mois. 50 000 $ que tu as perdu en jouant compulsivement au poker en ligne pendant 2 ans. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment? Jason t'a dit? » Jason m'a sauvé, corrigeai-je. Il m'a prévenu de votre plan avant que je ne boive le punch avec l'ambien. Ma mère s'assit lourdement dans un fauteuil, comme si ses jambes avaient cédé. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, Peter. Nous avions juste besoin. Vous aviez besoin de me voler, l'interrompis-je. À Noël. Après m'avoir drogué. En utilisant ma propre empreinte digitale contre moi. Ce n'était pas du vol, tenta de rétorquer papa, d'une voix désespérée. C'était un prêt familial. Tu as toujours aidé Amanda auparavant. Je l'ai toujours aidée quand elle me le demandait. Jamais quand elle me volait. Je pris mon manteau sur la chaise où je l'avais posé. Vous savez que c'est un crime fédéral, n'est-ce pas? Droguer quelqu'un, utiliser des données biométriques sans consentement, tentative de fraude bancaire, complot. Tu ne vas pas appeler la police pour ta propre famille, dit ma mère, mais sa voix ne semblait pas convaincue. La famille, répétai-je, goûtant le mot sur ma langue comme s'il était étranger. La famille ne drogue pas la famille. La famille ne vole pas la famille. La famille ne ment pas pendant 2 ans sur une addiction au jeu. Amanda se mit à pleurer. Pas les larmes qu'elle versait quand elle voulait de l'argent, mais les sanglots sincères de quelqu'un qui réalisait enfin les conséquences réelles de ses actes. « Peter, s'il te plaît, supplia-t-elle. Si je ne paie pas d'ici janvier. »« Tu aurais dû y penser avant de parier 50 000 $, répondis-je en enfilant ma veste. « Et tu aurais certainement dû y penser avant d'essayer de me droguer et de me voler. » Jason s'approcha, toujours avec son téléphone à la main. « Tu veux que j'arrête d'enregistrer? »« Non, » ai-je répondu sans hésiter. « Je veux toutes les preuves. » Je me suis dirigé vers la porte, je me suis arrêté et je me suis retourné une dernière fois. 3 personnes que j'avais aimées inconditionnellement pendant 27 ans me regardaient avec un mélange de peur, de désespoir, ironiquement, de surprise. Comme si elles n'avaient jamais imaginé que je puisse réagir, planifier ou me défendre. « Vous savez, » dis-je calmement, « pendant toutes ces années où j'ai payé les factures d'Amanda, couvert vos prêts, été le frère responsable, je pensais être un bon fils. Un bon frère. » J'ouvris la porte. Maintenant, je réalise que je vous ai simplement laissé devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Des gens prêts à droguer et à voler leur propre famille. « Peter, attends, » dit papa en se levant et en faisant un pas vers moi. « Non, » dis-je fermement.
27 ans d'attente. C'est fini. Je quittai la maison où j'avais grandi, Jason me suivant en silence. Lorsque nous arrivâmes à ma voiture, mes mains se mirent enfin à trembler. « Ça va ?» demanda Jason. « Je ne sais pas, » admis-je. Mais je sais que pour la première fois de ma vie, je ne suis plus une victime. Mon téléphone vibra. Une notification de l'application bancaire, tentative de connexion détectée à 10h47. Accès refusé en raison de l'authentification à 2 facteurs obligatoires. J'ai montré l'écran à Jason. Ils ont vraiment essayé. Jusqu'à la dernière seconde, a-t-il confirmé. Même après avoir réalisé que tu étais réveillé. J'ai démarré la voiture et j'ai pris la direction du commissariat le plus proche. Sur le siège arrière, Jason organisait les 2 vidéos qu'il avait enregistrées, la confrontation dans le salon et la confession complète qui avait suivi. « Peter, » dit-il alors que je m'arrêtais au feu rouge, « je peux te poser une question ?»« Bien sûr. »« Comment savais-tu qu'ils allaient essayer ça ?» Je souris pour la première fois depuis des heures. « Parce que je travaille dans la sécurité numérique, Jason. Je passe mes journées à étudier comment les gens attaquent les systèmes qui leur font confiance. Et j'ai réalisé que toute ma vie, ils m'ont traité exactement comme un système vulnérable, facile d'accès, avec un minimum de protection et une histoire qui ne m'avait jamais permis de résister aux attaques. Alors tu leur as tendu un piège. Pas un piège. Une mise à niveau de sécurité à laquelle ils ne s'attendaient pas. Le feu est passé au vert et j'ai continué à rouler. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Je ne fuyais plus ma maison. Je me dirigeais vers un avenir où je ne serais plus jamais sous-estimé par ma propre famille. Ni par personne d'autre. Le commissariat à 23h le soir de Noël ressemblait à un décor de film noir. Des lumières fluorescentes clignotaient, une odeur de café froid flottait dans l'air, et j'étais assis sur une chaise en plastique dur, racontant au détective Morrison comment ma propre famille avait comploté pour me droguer et me voler. Alors, si je comprends bien, dit-il en examinant mes preuves pour la 3e fois, ils ont mélangé de l'ambien dans votre ponche, ont essayé d'utiliser votre empreinte digitale pour accéder à votre compte bancaire, et vous avez tout enregistré? Exactement. Y compris les tentatives de connexion qui ont été bloquées par le système que j'ai spécialement configuré à cet effet. Morrison a secoué la tête. En 22 ans de carrière dans la police, je n'ai jamais vu ça lors d'un repas de Noël. Les accusations ont été officialisées le lendemain matin. Complot en vue de commettre une fraude, administration non consensuelle d'une substance contrôlée, tentative d'usurpation d'identité et utilisation abusive de données biométriques. Des crimes fédéraux passibles de 2 à 10 ans de prison. Mes parents ont accepté un accord judiciaire. 2 ans de liberté conditionnelle, 300 heures de travaux d'intérêt général, une amende de 20 000 $ et une ordonnance restrictive leur interdisant tout contact avec moi. Amanda a fait face à des accusations plus graves en raison de ses antécédents de jeu et de ses dettes auprès d'usuriers. Elle a été condamnée à 3 ans de liberté conditionnelle et a été contrainte de suivre un traitement pour addiction au jeu. J'ai changé de numéro de téléphone le 2 janvier. J'ai déménagé en février. J'ai réécrit mon testament, supprimant tous les membres de ma famille comme bénéficiaires. J'ai gelé mon crédit et mis en place une surveillance d'identité en temps réel. Jason m'a contacté une semaine après le procès. « Comment tu gères tout ça ?»« Mieux que je ne l'aurais imaginé », ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois en 27 ans, j'ouvre mon frigo en sachant que tout ce qu'il contient a été acheté par moi, pour moi. Personne d'autre n'a accès à mes comptes, à ma maison ou à ma tranquillité d'esprit. Il ne te manque pas. J'ai réfléchi avant de répondre. L'idée qu'il se fasse de moi me manque. La famille que je pensais avoir. Mais la vraie famille, des gens prêts à me droguer lors d'un repas de Noël pour vider mon compte bancaire? Non. Cette famille n'a jamais existé. 6 mois plus tard, j'ai reçu une carte postale. Amanda, qui écrivait depuis le centre de désintoxication. « Peter, je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches que le traitement m'a aidé à comprendre comment j'en suis arrivé là. Tu n'as pas été cruel en fixant des limites. C'était la seule façon de me forcer à affronter la réalité. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » J'ai rangé la carte dans un tiroir et je n'ai jamais répondu. Le pardon est un choix personnel, pas une obligation familiale. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je travaille dans une nouvelle entreprise où personne ne connaît mon histoire familiale. J'ai des amis qui m'invitent à dîner parce qu'ils apprécient ma compagnie, pas parce qu'ils ont besoin d'argent. Je sors avec une femme incroyable qui paie ses propres factures et ne m'a jamais demandé un centime. La semaine dernière, je suis passé devant la maison où j'ai grandi. Il y avait une pancarte « À vendre » dans le jardin.
J'ai appris par la suite que mes parents avaient déménagé dans un appartement plus petit pour essayer de recommencer à zéro après avoir payé les frais juridiques et les amendes. Je n'ai ressenti ni pitié ni satisfaction. Juste la compréhension sereine que certaines ponts doivent être brûlées pour trouver de meilleurs chemins. La plus grande leçon que j'ai apprise, la famille ne se définit pas par l'ADN ou les noms de famille. Elle se définit par le respect, la confiance et l'amour sincère. Pendant des décennies, j'ai confondu exploitation et proximité, manipulation et affection. Fixer des limites ne m'a pas rendu froid, cela m'a rendu libre. Il y a 3 semaines, Jason m'a appelé avec une nouvelle surprenante. Amanda avait trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif qui aide les personnes souffrant d'addiction aux jeux. Le salaire était modeste, mais le travail était important. Elle a dit qu'elle avait enfin compris la différence entre être aidée et être responsabilisée, m'a-t-il dit. C'était peut-être là la véritable victoire. Ne pas détruire les personnes qui m'ont fait du mal, mais les forcer à affronter les conséquences réelles de leurs actes. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un qui a appris que dire « non » n'est pas de l'égoïsme, mais du respect de soi. Qu'une vraie famille célèbre votre succès au lieu de l'exploiter. Que parfois, la plus grande gentillesse que vous puissiez offrir est de refuser d'être une victime. Si cette histoire de transformation et d'émancipation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits de personnes ordinaires qui ont trouvé la force de changer leur vie et d'établir les limites qu'elles méritent. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire une vie si belle qu'ils n'y auront jamais accès.